Eh bien, bonjour à toutes et tous à ce deuxième webinaire de restitution du projet Reduce. Donc, je suis Mélanie Lobietti, je suis chargée de mission à la CRA et en charge du pilotage et de la coordination du projet. L'objectif aujourd'hui, c'est de partager avec vous les principaux enseignements qu'on retire du projet au travers de 2 webinaires. Donc, il y a 2 semaines, il y a eu un premier webinaire qui a déjà eu lieu sur la présentation des performances des systèmes de culture donc qui sont économes en produits phyto et en travail du sol dans le cadre du projet. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller un peu plus loin pour décortiquer les stratégies et les leviers qui ont été mis en œuvre pour gérer les adventistes dans ces systèmes, en vous partageant donc les réussites et les limites. Donc avant de démarrer, quelques éléments sur l'organisation du webinaire. Donc il va y avoir 3 présentations avec un temps d'échange entre chaque intervention. Donc, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet Conversation. Et au fur et à mesure des présentations, on y répondra pendant le temps qui est dédié. Et si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions, sachez qu'on va mettre en place un fichier où on aura centralisé toutes les questions et toutes les réponses apportées qu'on vous mettra à disposition en même temps que le replay du webinaire. Donc voilà, le webinaire est enregistré et donc le replay sera disponible sur le site de la Chambre d'agriculture Occitanie, ainsi que les supports de présentation. Donc je suis accompagnée aujourd'hui de Calypso Pico, donc qui va m'appuyer dans l'animation de ce webinaire. Calypso, si tu veux te présenter en 2 mots. Bonjour, donc je suis Calypso Pico, je suis à la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie. Je travaille notamment sur l'animation régionale éco-phyto et sur les questions aussi de capitalisation des collectifs d'agriculteurs. Merci. Alors pour commencer, donc une petite introduction sur l'origine du projet Reduce. Donc Reduce, ça veut dire réduction des herbicides et durabilité en agriculture de conservation en Occitanie. Donc c'est un projet qui a démarré en 2018 et qui se termine donc à la fin du mois de cette année. Donc c'est un projet qui a été mis en place dans le cadre du plan Écophyto et sur l'action spécifique Défi XP pour répondre aux problématiques d'utilisation des pesticides dans les systèmes de culture qui sont menés soit en agriculture de conservation des sols, soit en travail de sol réduit. Donc les problématiques qui avaient été identifiées à l'époque, c'est principalement l'érosion des sols. Donc dans notre zone géographique, c'est une problématique majeure. Et puis la volonté générale des agriculteurs de cette partie de la région d'améliorer le fonctionnement physique, chimique et biologique de leur sol. Donc le choix s'est focalisé sur des systèmes conduits en agriculture de conservation des sols ou en réduction forte de travail du sol pour répondre à cette problématique d'érosion. Et en parallèle de ça, il y avait aussi une problématique liée donc à l'utilisation des herbicides. Donc herbicides beaucoup utilisés par les agriculteurs en agriculture de conservation pour gérer les adventices notamment. Et donc plus un aspect aussi risque par rapport à la pollution de l'eau. Donc l'idée du projet, donc au niveau du contexte, on est en 2018, hein, l'idée c'était de se focaliser sur 2 molécules principales, le glyphosate, qui était sur la sellette à cette époque-là, et puis le S-métolachlore. Donc, au niveau des objectifs du projet, donc, il y a 2 objectifs principaux. Donc, le premier, c'est d'évaluer les performances des systèmes économes en pesticides et conduits en ACS ou en travail du sol réduit. Donc ça fait l'objet, les principaux enseignements de cet objectif-là fait l'objet du premier webinaire. Et puis le deuxième objectif, c'est d'identifier des leviers et des règles de décision qui permettent de réduire l'utilisation de pesticides et de gérer durablement la flore adventice. Donc c'est sur quoi on va se focaliser un petit peu plus pendant ce webinaire. Là. Et au niveau des actions mises en œuvre rapidement dans le cadre du projet, donc il y a différentes actions. La première, ça a été donc la reconception des systèmes de culture, voilà pour redimensionner un petit peu les limites et puis les contraintes de chaque système en lien avec ces 2 objectifs-là. Donc après une phase d'expérimentation et de collecte de données. Une phase d'analyse multicritère des performances, donc qui a eu lieu entre l'année dernière et puis ce début d'année, et puis une phase de valorisation et de diffusion. Donc c'était l'action principale de cette année.
Donc c'est un projet multi-acteurs, donc c'est un projet qui est piloté par la chambre régionale, mais qui est en partenariat donc avec les chambres d'agriculture du Tarn-et-Garonne, de l'Aude, et donc les agriculteurs qui portent les essais, ainsi que, INRAE et Arvalis pour les acteurs qui sont plus, recherche-développement. Et c'est un projet qui est financé par l'OFB. Donc au niveau des dispositifs et de comment les systèmes, sont structurés, dans le cadre de ce projet, donc en fait, le dispositif, il est composé de 3 expérimentations systèmes de culture, donc ce qu'on appelle ESC, que vous voyez en bleu là sur le graphique. Donc ce sont des systèmes qui se situent sur des sites expérimentaux, donc là en l'occurrence, sur les sites de l'INRAE et d'Arvalis, et dont les règles de décision sont fixées dès le départ, au début de projet et qui peuvent après s'ajuster à mi-parcours, mais sinon, voilà, ces règles-là sont fixes. Et puis ensuite, il y a 3 observatoires pilotés, donc c'est ce que vous voyez en rouge sur le schéma. Donc ce sont des systèmes qui se situent chez des agriculteurs et où les règles de décision peuvent, un peu plus, s'ajuster en fonction des années, des campagnes. Et où là, on va faire un focus un peu plus particulier sur, la gestion de l'interculture et en particulier la destruction des couverts. Donc, à l'échelle du projet, il y a 10 systèmes de culture qui sont testés, donc 2 systèmes de référence et 8 systèmes innovants. Et ils sont répartis en fonction de 2 gradients, donc, un gradient de réduction des pesticides qui va du conventionnel au zéro phyto et un gradient de réduction de travail du sol qui va du conventionnel. Alors ce qu'on appelle conventionnel, c'est labour régulier, jusqu'à l'ACS, donc avec quasiment 100 de semi-direct. Voilà, en passant par des systèmes un peu plus TCS, donc avec du labour occasionnel. Donc ces systèmes-là, ils sont répartis de manière à avoir différents niveaux de rupture. Et voilà, c'est ce qui nous intéressait dans le cadre du projet. Donc, dans ce webinaire, vous allez avoir donc 3 interventions, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, la première intervention, ce sera une intervention d'Eva Deschamps d'Arvalis qui vous présentera les stratégies qui sont mises en œuvre pour gérer les adventices à l'échelle d'une rotation longue et diversifiée, donc avec un focus particulier sur la gestion du régras. Ensuite, on aura une seconde intervention de Yves Ferrier, donc de la Chambre d'agriculture du Tarn, qui vous présentera les stratégies de gestion du maïs et du soja après un couvert et sans utilisation de S-métolachlore ni de glyphosate, avec un travail du sol réduit. Et vous aurez ensuite une dernière intervention de Jean-Luc Pull, donc de la Chambre d'agriculture de l'Aude, qui vous présentera les intérêts des couverts végétaux qui ont été observés dans un système en polyculture élevage. Donc à la fois pour la gestion des adventices, mais aussi et presque surtout sur d'autres aspects qui n'étaient pas forcément attendus en début de projet, mais il vous en parlera tout à l'heure. Voilà, donc sans plus attendre, je vais donner la main à Eva pour la suite. Hop. Alors. Bonjour à tous. Alors, donc, Eva Deschamps, moi je suis ingénieure régionale pour Arvalis, je suis basée dans le sud de la France, donc au sud de Toulouse. Je voulais, avant de commencer, juste remercier, donc effectivement, je suis en charge, enfin, pilote de la plateforme expérimentale CIPRE qui fait partie d'un projet un peu plus global à l'échelle France, donc autour de 3 instituts techniques qui travaillent à réfléchir à travailler les systèmes de culture. Et donc on a mis en place 5 expérimentations France qui traitent de cette thématique-là, avec du coup l'objectif de venir à la fois acquérir de la référence technique, mais aussi économique sur ces systèmes de culture, avec un certain nombre d'enjeux que vous allez voir euh, qui sont réfléchis à l'échelle de nos sites, de nos différents sites. Et donc pour le Sud, voilà, avec une problématique assez forte en région que je vais vous présenter. Et je voulais remercier aussi les équipes techniques, notamment Anthony Casaban, voilà, qui est technicien d'expérimentation et qui nous permet voilà, de mettre en œuvre et de valoriser au maximum cette plateforme. Cette plateforme, c'est à la fois une plateforme expérimentale et il y a aussi un réseau d'agriculteurs qui tourne autour de CIPRE et qui nous permettent aussi d'acquérir de la référence sur ces systèmes de culture innovants. Voilà.
Donc juste pour vous repréciser le contexte, parce que donc c'est voilà, peut-être une région que vous ne connaissez pas. Donc on est situé au sud de Toulouse, on est sur des coteaux argilo-calcaires, voilà, dans le Lauragais, qui est une région assez caractéristique, avec pas mal de pentes. Donc on est sur des pentes qui sont de l'ordre de 5 à 14%. C'est assez faible dans la région, parce qu'on monte à bien plus au-dessus. Mais finalement, ça suffit pour créer des phénomènes érosifs assez majeurs sur des parcelles qui ont des faibles teneurs en matière organique et pour lesquelles voilà, on a des teneurs en argile qui sont de l'ordre de 30%. On est sur un coteau qui est exposé nord, ce qui fait que ça engendre quand même des difficultés, voilà, notamment en lien avec les interventions mécaniques. Et puis, on est sur une situation en sec, donc on se positionne vraiment dans des situations qui sont connues des agriculteurs, hein, des déficits hydriques, des températures élevées, sans irrigation. Et donc, l'idée de ces plateformes, c'était de tester un système de culture assez classique de la région, qui est notre système de référence, et puis de le comparer à une rotation diversifiée sur laquelle on s'est fixé un certain nombre d'objectifs, et on essaye de voir voilà, qu'est-ce que ça peut donner. Donc, sur la plateforme, on a un système témoin qui est le système de référence du secteur, qui est quand même globalement encore relativement pratiqué. Donc, on est sur un blé dur tournesol avec un labour, une interculture nue, et on le compare à un système diversifié. On a co-construit avec des agriculteurs et puis des partenaires en local, avec des objectifs qui sont assez nombreux et finalement assez ambitieux. Donc le premier objectif qu'on avait, c'était de réduire globalement la dépendance aux intrants, que ce soit phyto ou fertilisation, et notamment l'arrêt du glyphosate et l'arrêt du S-métolachlore. Le deuxième enjeu, qui est un enjeu fort pour la plateforme et pour les agriculteurs du secteur, et pas que du Lauragais, c'est l'amélioration de la fertilité des sols et donc les risques érosifs, Mélanie l'a dit. Le troisième enjeu qu'on avait, c'était donc d'améliorer la performance, la robustesse économique de ces systèmes de culture qui sont voilà, dans des secteurs où, ben, sans irrigation, hein, on est quand même contraint par rapport au choix des espèces. Et donc, on est à la recherche, hein, sur ces exploitations-là, de gagner en robustesse économique. Et puis le dernier point, c'est que progressivement, on s'est tourné aussi sur des enjeux autour du stockage du carbone et de la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, j'en parlerai moins aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on travaille aussi sur la plateforme. Donc sur la plateforme, on a toutes les cultures qui sont présentes tous les ans, ce qui fait qu'on gomme un effet climat. Et on a deux répétitions, ce qui nous permet derrière, au niveau statistique, de pouvoir analyser vraiment finement ce qui se passe. Et donc, on a un système de culture qui est diversifié, qui est basé sur 8 espèces, donc avec introduction d'espèces qui sont vraiment des débouchés locaux, notamment le pois chiche. Donc, on commence la rotation par un pois chiche, suivi d'un colza, puis d'un blé dur. Dans toutes les intercultures longues, céréales d'hiver, suivies d'une céréale d'été, ou d'une culture d'été ou de printemps, on met une double couverture du sol. Donc ça, c'était un choix voilà, qu'on a fait pour des questions de fertilité des sols, d'essayer de ramener le plus possible, de couvrir un maximum le sol. Euh, on enchaîne avec un pois d'hiver. On a mis en œuvre, après le pois d'hiver, en dérobé, à une culture de sarrasin, qu'on vient moissonner ou non, selon le développement. On enchaîne avec une culture de blé dur. Ensuite, on a encore ces doubles couverts, donc couvert d'été puis couvert d'automne. Un tournesol, un blé tendre. Et entre le blé tendre et le pois chiche, hein, il y a un petit temps pareil, il y a un temps où le sol nu, enfin, on pourrait avoir un sol nu, et dans ce cas-là, on vient rajouter encore un couvert d'été dans cet enchaînement-là. Ce qui fait que sur la globalité de la rotation, on est à peu près à 90% de couverture de sol.
Et donc, vous verrez que ça a d'autres aspects intéressants pour la thématique d'aujourd'hui, outre que la partie érosion et fertilité. Donc, je vous l'ai dit, des objectifs qui étaient ambitieux. Réduire la dépendance aux intrants en combinant pas mal de leviers, enfin en tout cas tout ce qu'on a en batterie de leviers à notre disposition. Vous verrez qu'ils sont nombreux. Une utilisation en dernier recours du glyphosate depuis le début du projet Reduce, et voire un arrêt à partir de 2020. Arrêt du S-métolachlore donc sur la plateforme. On était sur un historique initial plutôt propre, avec une rotation avant qu'on implante la plateforme, qui était plutôt diversifiée. Et assez rapidement, on s'est retrouvé confronté avec un développement de régras résistants aux herbicides, notamment aux inhibiteurs d'ALS et d'ACCase. Et je vous ai mis ici, voilà, on a fait des tests au champ, effectivement, où on voit qu'on a clairement une dérive de l'efficacité de ces herbicides. Ce qui a fait que voilà, ça a conditionné aussi une évolution des stratégies, puisque comme le disait Mélanie, on a réfléchi globalement en fait des stratégies de mise en œuvre, et chaque année sur la plateforme, on se réunit avec les partenaires des agriculteurs, on fait le bilan de l'année et on regarde finalement, est-ce que nos règles de décision, elles sont pertinentes ou pas, ou est-ce qu'on a intérêt à réajuster. Ce qui fait qu'on a été amené à plusieurs fois modifier la rotation et les itinéraires techniques pour prendre en compte ces différents facteurs qui sont intervenus depuis les 8 ans de la plateforme. En termes d'adventices, on est principalement sur du régras, donc résistant, vous l'avez compris, du chardon et puis du liseron. Donc une partie vivace aussi qui a tendance à être présente. Et je vous le disais, on a fait évoluer cette rotation-là. Donc, historiquement, au tout début de la conception de la plateforme, on était parti sur une logique de semi-direct avec couverture permanente. Et donc, on enchaînait voilà, un colza avec couvert de légumineuses pérennes, suivi d'un blé dur et d'une orge d'hiver. C'est des éléments qu'on a eu du mal à gérer sur la plateforme, avec parfois des dynamiques d'enherbement qui étaient compliquées. Alors, soit un couvert mal maîtrisé et puis des problèmes de gestion malgré l'utilisation de la chimie, soit à l'inverse, un couvert pas assez développé et donc un salissement qui s'est installé au fur et à mesure du temps. Et donc, on a fait le choix de rectifier cette rotation-là, parce que vous voyez qu'historiquement, en fait, on était quand même sur une succession de 4 années de culture d'hiver. Et donc, on a introduit en fait à la fois un couvert en interculture entre le blé tendre et la culture qui suit, et surtout l'introduction du pois chiche qui nous permet de décaler en fait la date de semis, et donc de gérer une partie des levées, notamment de régras sur la plateforme. On avait conservé donc historiquement ce couvert de lentilles trèfle violet. Et là encore, on s'est rendu compte que finalement, on n'arrivait pas à maintenir ce trèfle dans notre culture de blé dur. Et donc, on a réajusté de nouveau la rotation. Surtout qu'on avait aussi, donc, entre notre blé dur et notre sorgho, on avait inséré une cive, donc une culture à valorisation énergétique, qui était principalement du triticale ou de l'avoine. Et dans un contexte d'arrêt du glyphosate, on a été relativement embêté par cette destruction qui était compliquée, voilà, avec l'utilisation du streptyl et glyphosate dépendant. Et donc, on a là de nouveau réajusté la rotation en incluant donc ces systèmes de double couverture. Donc, vous voyez, il y a eu pas mal de réflexions depuis le début de la rotation qui expliquent qu'on a un certain nombre d'enseignements en fait à l'échelle de la rotation, et vous le verrez après sur aussi les combinaisons de leviers qu'on avait imaginé mettre en œuvre sur la plateforme, et finalement pour lesquelles on a des réussites qui sont parfois contrastées pour certains d'entre eux. Donc comment on a réfléchi cette stratégie de lutte? Donc je vous ai parlé de la rotation qui est ici, ça c'est le premier levier. On l'a
on était, donc je vous l'ai dit, historiquement pas dans une problématique régra qui était finalement forte. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas fait le choix de la double succession de cultures d'été. Et aussi voilà, pour des raisons économiques et parce que, vous voyez, on avait des objectifs qui étaient quand même euh, diversifiés et assez ambitieux. Ce qui fait que, voilà, on a essayé de trouver des compromis entre la gestion de l'enherbement, la revalorisation aussi enfin, la baisse de la fertilisation, notamment avec l'introduction de légumineuses, et puis des enjeux économiques aussi et filières. Donc, ça donne cette rotation-là. On avait un enjeu aussi sur tout ce qui est interculture. Vous voyez, avec des couvertures systématiques dans les intercultures longues. L'objectif, c'était de couvrir un maximum le sol pour créer de la concurrence vis-à-vis des mauvaises herbes. Donc, on sait que c'est pas comment dire, la solution à tout, mais ça nous a permis de gérer une partie des levées de mauvaises herbes et en tout cas de faciliter la destruction mécanique, j'en reparlerai tout à l'heure, de ces graminées qui ont été assez problématiques. Donc ça, c'était juste pour vous montrer qu'en fait, la stratégie à l'échelle de la rotation, elle est assez complexe et on se base sur une combinaison de tous ces leviers-là. Donc, on va dire, on part de la variété finalement avec la réflexion autour de variétés à port couvrant le plus possible, notamment sur les céréales à paille. On va, voilà, sur tout ce qui est contrôle cultural, réfléchir à tout ce qui est date de semis. Alors, quand on travaille la culture de pois chiches, on est sur des dates de semis qui sont autour de février, donc ça nous permet de gérer une partie des levées de graminées d'automne. Euh, on va chercher à maximiser le plus possible comment dire, la vigueur au démarrage des plantes. Et donc, dans cette optique-là, on pratique de la fertilisation localisée quand c'est possible. Pour le colza, donc, on utilise aussi des plantes compagnes, toujours dans cette optique de couvrir un maximum le sol. Sur les céréales à paille, on a testé le semis décalé avec plus ou moins de réussite. On a eu quand même des années compliquées, malgré qu'on soit en blé dur avec du coup des possibilités de semis tardifs. On a eu quand même quelques difficultés certaines années. Donc on est revenu un petit peu en arrière, ou en tout cas on a limité le décalage de la date de semis à peu près 10 jours. Et on pousse pas jusqu'à 15-20 jours le décalage de la date de semis pour des questions de gestion du risque avec des automnes pluvieux. On réfléchit également en densité de semis sur toutes les espèces et notamment les couverts végétaux. Donc, je vous en parlerai rapidement. On a densifié les semis de couverts pour justement gérer l'enherbement. Voilà à peu près dans les grandes lignes sur la partie contrôle cultural. Ensuite, lorsque c'est possible et stratégiquement, quand on est dans des situations où on a de la possibilité de faire des antigraminées racinaires, puisque vous l'avez vu, la problématique des graminées est quand même assez automnale et quand même assez prégnante, donc on le réalise sur la plateforme. Et ensuite, on a une batterie d'outils de lutte mécanique alors, qui passent par soit du semi-direct, alors je l'ai mis aussi là-dedans, c'est-à-dire qu'on a une gestion, on s'offre des fenêtres, donc on a la possibilité soit d'intervenir en semi-direct, soit de repréparer le sol, et ça, on déclenche les interventions en fonction du niveau d'enherbement sur la plateforme. On va limiter autant que possible les montées à graines, donc avec une volonté de sécuriser un maximum et d'intervenir en culture quand on peut. On a eu quand même beaucoup de difficultés à mettre en œuvre la RC Tri. Donc, je vous l'ai dit, coteau nord, des fenêtres d'intervention, je vous montrerai tout à l'heure, qui sont très très limitées en céréales à paille. Sur tout ce qui est culture d'été, la mise en œuvre d'un voire deux binages est indispensable. Alors, je dis culture d'été, c'est aussi le cas du pois chiche, sur lesquels on s'autorise passage de RC Tri et 1 à 2 binages. Pois chiche étant écarté suffisamment pour nous permettre de passer notre bineuse.
Et puis, enfin, on va réfléchir la stratégie de destruction et d'implantation des cultures avec un objectif de semis sur un sol propre. Alors, c'est mieux quand on le dit, c'est bête à dire, mais voilà, on est sur des espèces, et notamment le raigra, qui ont tendance à repiquer. Et en argile, voilà, on sait qu'on peut créer des mottes, donc un raigra qui a ne serait-ce qu'une partie de son système racinaire emprisonné dans une motte d'argile peut tout à fait repartir et voilà, revivre. Et on sait que voilà, on se met en difficulté sur des raigrats talés derrière sur la gestion des adventices, la gestion chimique. Donc l'objectif de nos destructions, de nos reprises en vue d'une implantation de toutes les cultures que ce soit, c'est de semer sur un sol propre. Ce qui fait que par rapport à la réflexion de base hein, qu'on avait à l'échelle de ce système de culture, bah, on est venu réintroduire un petit peu de travail du sol dans une moindre mesure, avec l'objectif ben, de limiter autant que faire se peut le travail du sol et la profondeur du travail du sol, et en essayant de trouver un compromis entre gestion de l'érosion sur la plateforme et gestion de l'enherbement, qui est quand même assez prégnante. Euh, J'arrive plus, voilà. Donc, vous l'avez compris, c'est vraiment une stratégie multilevier qui se déroule tout au long de la rotation. Donc, bien sûr, la rotation, ça reste l'une des clés, hein, mais il y a aussi un travail qui est indispensable d'observation au champ, qui nous permet d'être le plus efficient possible par rapport à la mise en œuvre des leviers, que ce soit mécanique, mais aussi chimique. Ça, c'est juste pour vous montrer voilà, les difficultés qu'on a pu avoir dans la gestion du régras sur la plateforme. Donc, vous avez ici les évolutions de maîtrise du régras sur le système innovant en fonction du temps. Et vous voyez que en fonction des parcelles, alors quand on regarde la moyenne, hein, on est plutôt autour de 5 régras mètres carrés, voire un peu moins. Mais en fonction des parcelles, on a pu monter voilà, jusqu'à 35 régras mètres carrés, puisqu'on raisonne chaque parcelle indépendamment et chacun des leviers qui sont mis en œuvre est vraiment ajusté à la parcelle et à la situation de la parcelle. Et dans le témoin, bah, ce qu'on voit, c'est que globalement, dans le témoin, je vous rappelle, on a un labour une année sur deux. On arrive à maintenir une pression régras assez confortable. Jusqu'à présent, en tout cas, je vous ai dit qu'on était historiquement, en fait, dans un système plutôt diversifié, en fait, chez l'agriculteur, avant qu'on implante la plateforme en 2015. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, on n'était pas sur des problématiques fortes. Donc finalement, le labour une année sur deux, jusqu'à présent, a permis de tenir, on va dire, sur la maîtrise des régras. Et on constate maintenant le début de la dérive. Donc c'est ce que vous voyez en 2023. Là, on voit que bah, ça y est, le système témoin, qui est assez simplifié, malgré le labour qui ne permet pas de gérer une année sur deux hein, la totalité des populations de raigrats, commence enfin à dériver. Voilà, donc on se retrouve en fait un petit peu en 2017, finalement, comme on l'était sur l'innovant. Donc une gestion qui est quand même délicate, hein, qui demande à être très très rigoureux. Et on voit que, je vais vous montrer par un exemple tout à l'heure, hein, que la dérive peut vite arriver. Donc la question de la maîtrise, hein, elle est primordiale parce qu'on sait que voilà, il y a un potentiel grainé. Et ce qu'on s'est rendu compte sur la plateforme, hein, c'est que outre le fait qu'on peut avoir des pertes de rendement l'année où on a des populations de raigrats assez importantes, on a surtout capitalisé un stock grainier qui vient quand même nous perturber la gestion des années après, quoi. Donc ça demande quand même une vigilance de tout instant, surtout sans glyphosate, avec du coup des situations où on a besoin de maîtriser en culture pour pouvoir gérer convenablement à l'échelle de la rotation. Donc là, je vous montre juste un exemple. En fait, c'est le nombre de régras mètres carrés. Donc, on fait des suivis hein, tout au long de la campagne sur les parcelles. Deux parcelles qui sont conduites de la même manière. Donc, vous voyez que, bah, en fait, il y a une parcelle sur laquelle, historiquement, voilà, il y avait un contexte régras qui est un petit peu différent. Là, on est à 0 régras mètre carré, grosso modo. Quand on est à 4 régras mètre carré hein, sur l'historique de base. Et en fait, on voit que bah, assez rapidement, on peut avoir des dérives. Hein. Là, on était à 1 régramètre carré.
Et dès l'année suivante, on se retrouve déjà avec plus de 25 Rég/m², avec du coup une gestion qui va être un petit peu différenciée en fonction des parcelles. Et on voit que en fait, l'autre parcelle hein, qui était avec la même rotation et le même itinéraire technique au démarrage, finalement, on arrive à maîtriser finalement la situation à travers de la rotation. Quand sur le second, la seconde parcelle, eh ben, on a été obligé de mettre en œuvre un certain nombre de leviers, alors jusqu'à de la charrue des chômeuses avant poids protéagineux dans ce cas-là. Et surtout, un certain nombre de travail du sol, donc ici du minage sur tournesol, de la préparation de semis un peu plus importante là, à l'issue de la destruction des couverts. Et donc on voit que voilà, on a des montées à graines qui viennent nous perturber la stratégie et qui nous demandent d'être hyper vigilants sur le choix des outils et les conditions de passage de ces différents outils. Ça, c'était juste pour vous montrer à l'échelle de la rotation. Alors, les densités de régras qu'on retrouve avant récolte, voilà, sur 4 années, entre 2020 et 2023, par culture, dans le système innovant. Alors là-dedans, on retrouve pas mal de choses en fait, hein, parce qu'on a un effet culture, un salissement plus ou moins important. Il y a un effet du désherbage en culture, est-ce qu'il a été réussi ou pas en fonction des années climatiques, et puis aussi des possibilités d'intervention, parce qu'en fonction des espèces, on peut être parfois un petit peu coincé sur la partie chimie et ce qui peut nous rester. Et après, il y a un effet rotation aussi. Donc, on le voit un petit peu hein, ici. Donc, on commence par le pois chiche. On voit que voilà, pois chiche, colza, blé dur, on a une petite dérive. On se retrouve avec un blé dur avec un nombre de régras qui est assez important. Tout de suite, quand on repasse à des cultures d'été, on voit que voilà, la maîtrise se fait bien sûr mieux. Et puis, voilà, de nouveau, on arrive à contenir. Et quand on arrive au blé tendre, là, on a un blé dur en fait qui est là l'année juste avant. Et donc, ça explique aussi en partie que voilà, on a des difficultés de gestion. Donc, on voit que voilà, cette rotation diversifiée, elle est quand même assez complexe à maîtriser et que on essaye par la diversification de pouvoir gérer aussi ces populations-là. Ça, c'était juste un petit focus quand on regarde le nombre de jours disponibles finalement pour semer sur un sol propre ou pour détruire des couverts avant culture d'été. On a regardé, alors vous voyez en bleu, là, c'est le nombre de jours disponibles pour faire un travail superficiel sur la plateforme, dans les conditions qu'on a. Donc, on prend une station météo qui est pas très loin de la plateforme, dans un contexte en argile. Et on regarde finalement, ça c'est des modèles hein, qu'on a, un modèle qui s'appelle JDispo, qui est un modèle Arvalis, sur lequel on peut se projeter et regarder finalement par rapport aux conditions d'humidité, à la météo qui est prévue, est-ce qu'on est en capacité ou pas d'intervenir avec un tracteur et de rentrer dans la parcelle et d'avoir une efficacité sur ces adventices qu'on vient mettre en surface et sécher. Et donc on regarde à la fois les conditions de passage pour pouvoir intervenir dans la parcelle sans déstructurer et sans avoir un risque de lissage, etc. Et puis, les jours qui suivent l'intervention, est-ce qu'on a les conditions qui sont nécessaires, les temps séchants dans les jours suivants? Donc, en fait, quand on voit ça, on se rend compte que finalement, en fait, quand on réfléchit le décalage de la date de semis sur les céréales à paille dans notre région et qu'on arrive déjà début novembre, si on prend en compte le fait d'avoir cette double condition, donc on peut intervenir dans les parcelles, on peut faire un travail du sol superficiel et on a un temps séchant dans les jours qui suivent pour pouvoir bien sécher les adventices, en fait, on a zéro jour de dispo. C'est-à-dire qu'arrivé début novembre, ces conditions ne sont quasiment jamais atteintes. Par contre, on peut effectivement faire du travail superficiel, mais du coup avec des résultats qui seront mitigés si on a des régras qui repiquent. Donc ça pose quand même la question du décalage de la date de semis, ce que je vous dis, du décalage de la date de semis et du faux semis, qui est globalement quand même délicat
dans notre secteur, et ça on le constate depuis plusieurs années. Et puis le deuxième point que je voulais vous mettre en lumière, c'est sur l'aspect destruction des couverts. Donc on est sur un couvert d'hiver qui est maintenu globalement jusqu'à début mars. À partir de là, on se pose la question de sa destruction. Bah, on voit que voilà, plus on pousse en fait jusqu'à mi-mars, voire fin mars, plus les conditions redeviennent favorables. Mais ça veut dire que c'est au détriment de la culture suivante, puisque voilà, l'idée c'est de trouver un compromis entre cette destruction et surtout ne pas impacter la culture suivante. Donc ça, c'était pour vous montrer que, en fait, voilà comment nous, on réfléchit la gestion des adventices dans le couvert et au moment de la destruction. On a une stratégie en fonction du niveau d'enherbement. Donc si on est sur donc je vous l'ai dit, on a une succession de 2 couverts, un couvert estival tout de suite après moisson, à base de sorgho fourragé, et un couvert hivernal plutôt à base de févrole avec de la facélie, voilà, et d'autres espèces. Ce qu'on réfléchit, c'est finalement, est-ce qu'on a une culture propre ou sale? Si on a une culture propre, on s'autorise le semis direct, tout de suite après moisson du sorgho fourragé. Sinon, on retravaille le sol de façon à semer sur un sol propre et on sème plutôt en combiné. Ensuite, on va regarder finalement, est-ce qu'on a de la biomasse ou pas, du sorgho fourragé. Et souvent, ce qu'on s'autorise, en fait, c'est de faire un ensilage s'il y a une forte biomasse, plutôt comme voilà, une culture d'opportunité à valorisation énergétique. On vient souvent retravailler le sol avant d'implanter notre couvert à base de févrole. Juste avant l'implantation de la févrole, c'est là qu'on positionne le travail du sol, ce qui fait que pour des questions de gestion de l'érosion et de gestion des mottes dans ces systèmes en argile, ça nous permet de bien mieux maîtriser la reprise. Et notre couvert de févrole, on va l'implanter un petit peu plus tardivement, puisque forcément le sorgho fourragé est en place jusque-là. Et on le sème souvent en combiné, avec une destruction qui se fait la plupart du temps plutôt avec un broyeur et un voire 2 passages de déchômeur à disque. Et on utilise le vibroculteur quand il faut repréparer le lit de semence. La règle de décision qu'on s'est fixée aussi pour les questions de gestion d'enherbement, c'est de se dire il faut qu'on sème sur un sol propre. On se met un objectif de 2 tonnes de matière sèche. Si à début février, on a atteint cet objectif, on détruit pour faire en sorte de gérer au mieux les résidus de culture qui sont voilà, d'autant plus compliqués qu'en termes. Et à l'inverse, si on n'a pas atteint ces 2 tonnes de matière sèche, là aussi, on se pose la question de la gestion et notamment des adventices, parce qu'on sait qu'on va avoir un couvert qui va certainement se salir avec des difficultés de gestion quand on est en 100% mécanique dans ces sols argileux. Là, je vous montre juste, c'est des essais qu'on avait fait sur la plateforme, où finalement, on avait regardé quelle était l'efficacité des outils, alors type déchômeur à disque indépendant, que l'on passe une fois, 2 fois ou 3 fois. Et donc, en fait, on se rend compte que quand on regarde le régras et la févrole, donc là, c'est un couvert de févrole dans lequel il y a du régras. Voilà. L'objectif, c'est de se dire, de toute façon, le régras, on sait qu'il ne montrera pas à graines dans la févrole. Par contre, notre objectif, c'est qu'il soit le moins vaillant possible, parce qu'on sait que derrière, en termes de conditions d'intervention et de gestion mécanique de ces régras talés, ce sera beaucoup plus compliqué. Donc, je vous l'ai dit, une réflexion autour de la densité de semis et une réflexion autour du nombre de passages nécessaires à la bonne destruction des régras. Et en fait, on se rend compte que si on reste sur un seul passage de déchômeur à disque, on est sur des efficacités qui sont de l'ordre de 60 à 70%. Ça veut dire qu'il y a 30% des régras qui vont passer au travers et qui vont probablement se repiquer dans des situations où du coup on se retrouve avec des régras développés qu'on ne peut plus gérer chimiquement. Quand on est à 2 passages, c'est un peu mieux, mais c'est toujours pas ça. Ça dépend des parcelles, hein, mais il y a des parcelles, vous voyez, il y a de la variabilité, hein, on est entre 70% et 90%, là on pourrait dire c'est pas trop mal. Et finalement, cette année-là, alors c'est une histoire d'année, hein, mais on était à 3 passages pour arriver au 100% de destruction. De la même manière, on voit que sur la févrole, hein, qui est en orange, là aussi, il y a des passages, enfin, à 2 passages, parfois, c'est pas suffisant selon la biomasse qu'on peut avoir. On peut avoir du repiquage et des situations où on se retrouve
à devoir gérer de la févrole qui n'a pas été tout à fait détruite. Voilà par rapport Eva, à ça. juste Ouais, pour te dire, au niveau du timing, il te reste 5 minutes. ok, ça Voilà. marche. Donc, voilà, juste pour vous dire que sur la gestion du régras, vous voyez qu'il y a des moyens qui sont multiples, qui passent parfois par un travail du sol. Donc, je vous disais, on a très ponctuellement, on est réintervenu avec une charrue des chômeuses qui nous permet de passer à voilà, des profondeurs qui sont un peu moins élevées. Et donc, de gérer à la fois la partie risque érosif et quand même la gestion de l'enherbement avec des efficacités qui sont plutôt bonnes, mais voilà, toujours, on est toujours sur le fil, hein. Il y a quand même une vigilance parce que ces charrues, ben, elles nous permettent en fait de retourner les raigras et les graines de raigras à peu près à 6 cm. Ça veut dire qu'il ne faut pas derrière les remettre en, comment dire, à la surface. Donc c'est une question de gestion de la profondeur de travail du sol. Il n'y a globalement pas le droit à l'erreur, hein. On a un potentiel granier qui est là. Et donc, ça demande quand même d'être hyper vigilant pour éviter des risques de dérapage qui, vous voyez, peuvent être parfois assez rapides. Voilà, et je voulais juste voilà, vous remettre aussi un petit peu en lumière. On a fait quelques comptages de pourcentage d'efficacité vraiment au quadrat sur la plateforme, sur tout ce qui est gestion des dicotylédones et outils de désherbage mécanique. Bon, il y a aussi le Regra dans le lot, hein, mais juste pour vous montrer, voilà, entre des efficacités de RC-Tri sur pois chiche, où on voit qu'on est sur des efficacités de l'ordre de 70% sur Regra. Sur Renault et Liseron, on a des choses autour de 75%. Bon, Liseron des Champs, sans doute, hein, voilà, 30%, bien sûr que c'est pas suffisant. Mais c'est normal. Sur le binage, sur pois chiche, on était autour de 80% sur des Regra. Là, plutôt une bonne réussite cette année-là sur les Renault Liseron. C'est pas toujours évident hein, parce que voilà, selon le stade de passage, et si on n'a pas pu passer avant comme cette année, on peut avoir quand même quelques dégâts, notamment sur la culture par l'effet râteau. Liseron, voilà, pas d'efficacité, c'est logique. Et une petite efficacité chardon, mais bien sûr, c'est pas ce qu'on recherche à la base. Et puis sur sorgho, là aussi, vous voyez des efficacités qui sont plutôt bonnes. Sur la partie gestion des vivaces, on suit l'évolution des ronds de chardon sur la plateforme. Donc là, je vous ai mis les différentes parcelles qu'on a. Le T, c'est les témoins, donc c'est notre système de référence. Vous voyez que, bon, a priori, en tout cas, on a un peu moins de ronds de chardon sur notre système témoin, bien que cette année, tout le monde soit logé à la même enseigne. On voit quand même des évolutions pour l'instant assez mesurées, mais voilà, on suit ça de près. On est sur des situations où bah, forcément, comme on couvre totalement le sol en interculture, on se prive déjà d'une solution de gestion mécanique des chardons, notamment durant l'été. Et donc voilà, on sait que sur des situations telles que celle-ci, il nous reste que les solutions chimiques en culture pour pouvoir gérer ces chardons. On a aussi, je pense, une réflexion à avoir, mais ça, on l'aura dans le cadre de la plateforme, sur le choix des outils. Voilà, nous, on est plutôt sur des chômeurs à disque indépendants. On peut parfois venir un peu multiplier aussi les vivaces avec ces outils-là qui nous permettent quand même de gérer voilà, de la biomasse et de la destruction de couverts de façon optimale. Ça, c'est juste un petit point pour finaliser, pour vous dire bah, finalement qu'est-ce qu'il en est en termes de nombre de passages de travail du sol et puis d'IFT. On a fait une petite analyse sur l'arrêt du glyphosate sur la plateforme entre 2016 et 2021. On voit que globalement, en fait, quand on arrête le glyphosate, on augmente en moyenne hein, le nombre de passages de travail du sol de l'ordre de 1 en plus. Par contre, vous voyez qu'il y a plus de variabilité et parfois, selon les situations, bah, on était amené quand même à intervenir un certain nombre de fois, donc des automnes pluvieux, voilà, des difficultés d'intervention au printemps. Donc un peu plus de variabilité dans ces situations sans glyphosate, c'est ce qui fait qu'on a quand même une augmentation des charges de mécanisation de l'ordre de 37 € là, sur l'innovant par rapport au témoin. Et puis quand on regarde sur l'IFT, bah, en fait on voit que on a une baisse qui est possible. Alors à l'époque, on avait une baisse possible hein, quand on était en présence de glyphosate.
en culture, des IFT herbicides en culture. Quand on est sans glyphosate, c'est un peu plus compliqué à diminuer l'IFT en culture parce que, comme je vous le disais, l'objectif, c'est d'être comment dire, sur des cultures les plus propres possibles parce qu'on a beaucoup plus de mal à gérer en argile mécaniquement ces raigrats, notamment. Et donc, en fait, on se rend compte on n'arrive pas forcément à diminuer, en tout cas tous les ans. Et en moyenne, on est plutôt sur un équilibre en termes d'IFT herbicide en culture. Et pour le moment, ce que je vous disais, c'est que le labour dans le système témoin nous permet encore de gérer un petit peu la pression régras. On sait que voilà, on est sur un taux annuel de décroissance qui de toute façon nous permet pas de gérer la totalité des régras. Et on voit que ce retour 1 an sur 2, là, il commence à lâcher progressivement. Et donc, c'est certainement que dans les années à venir, on aura quand même des difficultés à gérer le régras, y compris sur le système témoin. Et donc, pour finir, voilà, ce que vous pouvez retenir, c'est qu'on a globalement un nombre de passages au travail du sol qui est légèrement augmenté, lié à l'interculture, principalement la gestion de l'interculture. On a des charges de mécanisation qui sont en augmentation, des notes de satisfaction du désherbage qui, globalement, sont plus aléatoires, hein. Voilà, pour ceux qui ont l'habitude, on est plutôt autour de 5,5, donc en limite de satisfaction, là, vraiment sur la partie innovante. Quand on est à 7,5, donc bon, hein, sur le témoin. Je vous l'ai dit, ça demande une surveillance accrue. Et puis, on a un effet de la rotation, ça c'est un fait. Mais selon le contexte climatique et puis les efficacités des différentes interventions, hein, que ce soit mécaniques ou chimiques, on peut quand même avoir des dérives, d'où la surveillance et la vigilance de tout instant pour limiter les montées à graines. Voilà, et j'en aurais fini pour moi sur cette partie-là. Ok, merci beaucoup Eva. Alors pour le moment, je crois qu'on n'a pas encore de questions. Donc alors après, n'hésitez pas hein, à poser vos questions quand même par écrit sur le chat, même si ça vous vient après, voilà, on pourra essayer d'y répondre. Et puis pareil, il y a pas mal de personnes qui sont de la région et d'autres qui sont pas du tout de la région aussi. Donc n'hésitez pas à apporter aussi vos retours d'expérience ou vos témoignages dans les commentaires par rapport à cette thématique-là. Très bien. Et bien, du coup, on va passer à la suite. Donc, Yves, je vais te donner la main pour ta présentation. Hop. Voilà, normalement, ça fonctionne. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Yves Ferrier de la Chambre d'agriculture du Tarn. Donc, on a travaillé sur les mêmes thématiques dans le Tarn, mais sur des exploitations agricoles. Chaque année, donc, sur une ferme en conventionnel et une ferme en bio. En conventionnel, on était sur la tentative de faire du maïs sans métolachlore ni glyphosate après couvert végétal en semi-direct. Et sur les fermes en bio, on était dans l'idée de faire du soja sans herbicide après couvert et peu de travail du sol, puisque évidemment, le semi-direct en bio est un petit peu compliqué. Donc, la diapo, oui. Les principales pistes qu'on explorait, mais d'abord c'était avec ou sans chimie, examiner l'interaction couvert-salissement en interculture, avec l'espoir donc que le couvert facilite la gestion du salissement. En système avec herbicide, l'idée était de confier l'élimination du salissement issu de l'interculture aux herbicides de la culture d'été qui suit le couvert, et donc de sauter l'étape glyphosate qui est quasiment systématique en général en semi-direct conventionnel. Et ensuite en bio, on voulait déterminer s'il est possible de limiter le travail du sol dans une combinaison couvert suivie d'une culture d'été, tout en maintenant une production correcte, un salissement raisonnable, etc. Pardon, donc je vais commencer. Ah, la diapo ne veut pas avancer.
On y arrive. Donc, par la situation en conventionnel, donc avec chimie. Donc là, on est sur une parcelle après serrée à la paille, destinée à faire un maïs par la suite. Et donc, suite à la récolte de la serrée à la paille, on a semé un couvert végétal à base de moutarde. Et on a fait deux modalités. La parcelle était un peu sale après la récolte. Une modalité avec un glyphosate préalable au semis du couvert et une modalité sans le glyphosate. Et on s'est rendu compte que ça commençait très mal pour nous, puisqu'il a fallu déjà du glyphosate pour semer le couvert, alors qu'on espérait s'en passer. Et donc l'interaction couvert-salissement, elle s'est passée dans le sens inverse de ce qu'on espérait, puisque c'est le salissement initial qui a empêché le couvert de se mettre en place. Donc déjà, semer les petites graines sur un sol qui est trop envahi d'adventices issus de la culture précédente, ben, c'est un petit peu une opération vouée à l'échec. Ça avait été semé juste après la moisson, j'ai oublié de le préciser, avec un séméato. Et donc, on a quand même essayé de garder le moral après ce démarrage un petit peu contrariant. Ensuite, une fois les couverts en place, donc là vous avez la photo des différentes moutardes. Je ne rentre pas dans le détail, il y a eu quelques essais aussi sur différents types de moutardes, mais qui n'étaient pas très déterminants. Donc vous voyez là les moutardes en place, qui étaient donc plutôt réussies, assez développées et puis surtout assez homogènes. Et ensuite, au 29 janvier, donc les moutardes avaient commencé à fleurir pendant l'hiver. Donc l'idée, c'était quand même de ne pas envahir la parcelle avec des semences de moutarde. Donc ça a été broyé à floraison. On avait quelque chose de plutôt propre quand même. Donc on était assez satisfait sur la gestion, enfin le contrôle ou la limitation du salissement. On voit bien quelques zones de verre un peu par-ci par-là. Mais on est sur des parcelles avec des très forts potentiels de salissement, comme on le verra après. Donc là, on était plutôt content quand même de ce qu'on avait. Ensuite, donc, donc il y a eu une préparation avec un strip-till, donc le 29 mars, strip-till plus engrais localisé. 30 mars, le semis du maïs. 1er mai, application d'herbicide. Et là, vous voyez la photo au 10 mai. Donc, vous avez au premier plan la modalité est sans glyphosate. Donc, on voit quand même que le potentiel en salissement de raies gras est très important. Hein, c'est un vrai gazon. Et après le piqué, vous avez la modalité avec l'application de glyphosate. Mais on voit que déjà, le rais gras est en train de pâlir. Donc, ensuite. Oui, alors je voulais vous montrer ça aussi, c'est l'effet de la fertilisation localisée, hein, qui a un petit peu renforcé le rais gras, et on voit que du coup, le glyphosate patine un peu sur la destruction des raies gras. Photo prise au 10 mai, vous avez sur les premiers plans la modalité où on n'avait pas mis de glyphosate, pardon. Et on se rend compte, on voit encore par endroits là où il y avait beaucoup plus de raies gras, qu'en fait on a réussi à avoir un bon contrôle des raies gras par les herbicides maïs. Donc c'était un peu inattendu vu les très très fortes densités. Et en fait on a eu une bonne efficacité sur la destruction des adventices. Après, la vraie question qui reste, c'est de savoir si le maïs a été pénalisé ou pas par cette destruction un peu tardive des raies gras. Alors, l'agriculteur était très méfiant, donc on avait une parcelle extrêmement petite, donc on ne peut pas vraiment juger ni de l'homogénéité, ni du développement végétatif des maïs de manière certaine, hein.
Mais il semblerait qu'on n'ait pas eu de pénalisation sur le maïs. Mais bon, là-dessus, c'est difficile d'être sûr. Là, quand on regarde les photos, la micro-parcelle était sur le devant, là, et a priori, les maïs avaient la même tête qu'ailleurs. Voilà. Mais bon, on n'a pas pu aller fort en demande, donc il faut rester prudent. Du coup, alors je vous repasse un peu l'itinéraire pour pas prendre trop de temps, mais on a continué sur cette voie-là l'année suivante. Et là, l'agriculteur a voulu mettre un couvert à base de féverolles, radis, trèfle incarnat, toujours pareil, pour faire un maïs, après une céréale à paille. Donc pareil, une modalité sans glyphosate, et puis le reste de la parcelle avec glyphosate. Là, vous avez la photo au 7 mai. On voit de suite que côté sans glyphosate, c'est vraiment la jungle. Et que on part sur une situation un peu compliquée. Au tout début de la levée du maïs, là, si vous cherchez bien, vous voyez un pied de maïs qui a l'air de lever, et on gardait peut-être encore espoir d'obtenir quelque chose. Mais enfin, il y a quand même beaucoup de monde autour. Et ensuite, voilà ce que ça donne plus tard, au 29 juillet. En fait, on voit que la zone sans glyphosate est complètement ratée. Il manque des pieds de maïs, ils sont pas très très jolis. Alors, c'est pas évident à rendre sur les photos, mais selon les angles où on regardait, il était plus clair aussi. Enfin, bon, bref, là, ça allait pas du tout. C'était un échec total. La destruction de tout ce qui était issu du couvert a été beaucoup trop longue et a pénalisé le démarrage du maïs. Donc ensuite, on a quand même continué l'année d'après. Pareil, vous avez là un petit carré sans glyphosate alors que tout le reste a reçu sa dose de glyphosate. On voit que là aussi, ça a été difficile parce qu'on a vu une très très forte pression adventice avec des adventices très développées. Donc pas facile pour les herbicides maïs d'être efficaces. On voit cependant que la levée semble se passer à peu près correctement. Et au final, étonnamment, sur cette modalité-là, je ne vais pas dire que c'est pleinement satisfaisant, mais on est moins, comment dire, moins déçu du résultat que sur l'année précédente. Le maïs est moins joli, mais c'est quand même pas la cata. Et comme on partait d'une situation avec une très très forte pression, on a peut-être pensé que sur des fermes avec une pression adventice un peu plus raisonnable, on pourrait obtenir des résultats. Du coup, on a changé de site. On est passé sur une même situation pour un semi-direct. Alors là, c'est un semi-direct, il n'y a pas de strip-till sur cette ferme-là. De maïs après couvert de féverolles suite à une céréale à paille. On a eu une féverolle qui s'est installée timidement, on va dire. Elle n'était pas très très développée. On était autour de 4 tonnes de matière sèche, si mon souvenir est bon. Le maïs a été semé en direct dans la féverolle et ensuite il y a eu un herbicide. Alors, c'est pas toujours facile de trouver les références sur quelle dose d'herbicide appliquer pour une féverolle développée. C'est pas vraiment dans les documents techniques qu'on a. Donc, on a appelé Syngenta qui nous a conseillé une certaine dose qu'on a faite. Et en fait, vous voyez que vous avez devant vous la partie où vraiment la féverolle est détruite. C'est là où l'agriculteur a rincé le fond de cuve. Et la partie derrière où la féverolle n'a pas voulu tout à fait mourir, c'était la dose initialement prévue. Donc il manquait pas grand-chose pour faire le boulot correctement et avec un passage et un IFT quand même assez modéré, pouvoir détruire complètement la féverolle. Bon, il y avait aussi des fois l'avoine et quelques autres adventices en plus, hein. Mais on n'était pas loin là, avec cette dose-là, de réussir notre destruction de féverolle dans le maïs sans glyphosate. Voilà, donc vous voyez là le maïs qui s'installe dans le couvert de féverolles qui a reçu l'herbicide. Et ensuite, quand on regarde plus tard, alors là, le maïs souffre un peu du sec, il y a un problème de pompe qui était en panne, mais on avait une très bonne implantation du maïs et un développement tout à fait normal sur cette situation avec zéro glyphosate. Et donc, ce qui nous avait amené chez l'agriculteur aussi, c'est qu'il avait même réussi une année à faire la même chose, mais avec zéro herbicide sur le maïs.
salissement très modéré, et puis la conjonction d'un couvert qui a bien marché, de tout qui s'est bien passé. Donc voilà pour la première année d'essai chez ce nouvel agriculteur. Ensuite, la campagne suivante, on a renouvelé. Alors là, on a quand même réussi à garder un témoin, puisque c'était pas évident l'année précédente de le convaincre. Donc là, vous avez un semis de maïs qui a été fait toujours pareil. Après, une culture d'hiver, c'est à la paille, et avec un couvert de féverole. Donc vous avez au milieu, évidemment, la modalité sans glyphosate. Vous allez voir que c'est plus compliqué, puisqu'en fait, quand le maïs a levé, la féverole était encore debout, assez dense, ce qui fait que l'application d'herbicides n'a pas permis ni de détruire la féverole, pardon, ni de détruire tout ce qui était dessous. Et donc en fait, cette féverole était plus dense que la précédente que vous avez vue, mais pas assez dense pour être couchée par le passage du semoir, ce qui fait qu'en fait l'herbicide n'étant pas suffisamment dosé pour détruire la féverole, on a à peu près tout loupé sur cette modalité sans glyphosate. Donc voilà, on voit le maïs qui lève, le côté semis et germination et levée se passe toujours bien, c'est après que ça se dégrade là sur cette ferme. Et donc là, vous allez voir très rapidement que c'est un échec. La féverole a été très très longue à être détruite par l'herbicide. Ce qui est dessous n'est pas complètement détruit. Le maïs a pris du retard. Et évidemment, on a vu ce retard jusqu'à la fin de la campagne. Alors, un peu moins visible là, mais quand même, on a estimé en gros, on avait autour de 90 quintaux sur la partie avec glyphosate et 30 quintaux sur la partie sans glyphosate. Donc là-dessus, ça a été un échec total. Mais on a un peu compris pourquoi en faisant la manip, et ça nous permet d'espérer faire mieux les fois d'après. Vous voyez le salissement qui était persistant sous la partie sans glyphosate à cause de l'effet parapluie des féveroles, alors que sous la partie avec glyphosate, on était sur un maïs assez propre. Donc voilà pour la partie en conventionnel où on a substitué le glyphosate avec les herbicides maïs. Et ensuite, l'autre volet des essais, c'était sur des fermes en bio, donc de voir comment on pouvait parvenir à des itinéraires où on maintient un travail du sol très très superficiel. Donc là, nous sommes sur une séquence de couvert végétal semé en semi-direct avec un semoir ardent juste après la récolte d'une paille pour ensuite faire un soja. Donc le couvert, c'est du sorgho piper, tournesol, navette et vesse. Et donc là, vous le voyez au 27 septembre, avec la modalité sans couvert devant et autour, vous voyez le sorgho en place, donc qui a été couvert. Donc on voit un bon salissement d'adventice estivale qu'on retrouve vraiment beaucoup plus léger dans la partie avec couvert. Voilà, là on le voit de dessus, hein, donc on voit que dans le sorgho, on n'est pas exempt d'adventice estivale, mais enfin quand même, on est très loin de la densité qu'on observe à gauche sans le couvert. Ensuite, donc là, je vous montre la même chose, mais c'est sortie d'hiver. Donc, on est au même endroit, hein. Donc là, c'est les navettes qu'on voit qui ont pris le dessus visuellement. On a un énorme feutrage de vesse qui court au pied, ça se voit pas trop sur la photo. Et puis sur la partie nue, eh bien, on a notamment des raies gras qui se développent très très fortement. Donc là, c'est un agriculteur qui fait un couvert unique. Il sème uniquement donc juste après la récolte et il détruit avant le semis. Il n'y a aucune intervention entre.
Alors, c'est difficile de mesurer les biomasses dans un couvert comme ça qui reste en continu parce qu'on a fait des mesures vers le 20-25 octobre, mais ensuite ça continue encore un peu à pousser. Puis ce qui gèle disparaît quand on vient refaire les mesures en sortie d'hiver. Mais on était entre 10 et 12 tonnes de matière sèche là sur le couvert observé. Alors, ce qu'on a remarqué, ben, c'est qu'en fait, même si le couvert n'empêche pas totalement l'arrivée des adventices, on a quand même un comportement extrêmement différent. Là, c'est les raies-gras notamment. Vous voyez à droite, les raies-gras, quand on n'a pas mis de couvert, ils ont talé plein fer, ils vont être assez coriaces à détruire après. Alors que sur la gauche, dans le couvert, on en voit quelques-uns, mais ils sont largement plus chétifs et seront 1000 fois plus faciles à gérer après mécaniquement. Donc on a vraiment un effet, pas forcément sur la densité d'adventices, mais vraiment sur leur développement qui est intéressant. Alors c'est doublement intéressant aussi parce qu'on sait qu'il y a une corrélation entre la biomasse d'un couvert et le nombre de graines qu'il produit. Alors là, c'est pas gênant parce qu'on détruit avant que ça graine, mais si jamais il y a des espèces qui pouvaient arriver à maturité avant la destruction du couvert, ben on gagne aussi un nombre de graines en plus de faciliter la destruction. Alors ensuite, là, vous avez la vue devant vous du soja qui est en place. Et ben, sur la modalité sans couvert végétal, on voit qu'il y a des manques à la levée sur le soja. On voit qu'on a encore des grosses touffes de raies-gras qui ont vraiment embêté la préparation, le semis, etc. Donc on a vraiment un bonus. Alors c'est pas facile à montrer sur les photos, mais on voit qu'autour de la zone, par contre, c'est beaucoup plus homogène. Les sojas étaient aussi un peu moins pâles, ils étaient plus jolis à l'œil, plus verts sur la partie sans, avec couvert végétal, pardon. Et en fait, là, l'agriculteur n'a fait que des préparations assez superficielles, puisqu'il y a eu un broyage, un passage de fraise à axe horizontal sur à peu près 3 cm, et ensuite un passage de herse rotative, pareil, très léger, sur 3 cm, le tout avant de faire un semis en combiné, strip-till et semoir monograine. Donc, la préparation s'est globalement bien passée, la levée s'est très bien passée, sauf sur la partie où les raies-gras étaient très développés et ont compliqué le travail. Voilà, donc ensuite, ben, vous voyez les sojas en place, donc la parcelle était plutôt jolie, réussie, très homogène et propre. Et puis en fin de campagne, ben, jusqu'au bout, ouais, ça restait quand même assez propre pour du bio. Et on a fait un rendement de 35 quintaux hectares, donc ça nous a montré qu'on pouvait, tout en ayant un couvert végétal, tout en limitant le travail du sol sur quelques centimètres et des passages quand même pas enfin, un nombre de passages pas très important, arriver à de bons résultats en termes de production derrière. J'essaie de passer à la diapo suivante. Oui, c'est bon. On avait fait notre essai avant, juste c'est pour compléter là sur le salissement. L'idée sur une autre ferme, c'était de regarder différentes densités de combinaisons Fasélie, Féverol. Donc, on avait de la Féverol à 120-130 kg, puis de la Fasélie à 2,5 kg, 5 kg, 7,5 kg. On voulait voir si il fallait en mettre beaucoup un peu pour combler les trous de la Féverol. Puis on avait de la Fasélie en pur aussi. Et donc là, je vous ai mis une illustration où on voit ben, le salissement hivernal qui s'est installé là sur toute cette partie descendante du coteau. Et en fait, alors j'ai pas une photo extrêmement parlante, mais quand on se place côté Fasélie, là par exemple, ben, on se rend compte qu'on a un peu de salissement, mais c'est pareil. On n'a pas des énormes touffes de graminées qui ont talé, enfin du raiegras là, qui ont talé et qui seront compliquées à détruire par la suite. Donc ça confirme aussi ce qu'on a vu sur ce que je vous ai montré précédemment. Du coup, pour faire la synthèse un peu de tout ce que je vous ai présenté, j'ai essayé de vous faire la situation idéale pour se passer occasionnellement du glyphosate, donc en système conventionnel. Bon, ben, la base, déjà, c'est d'avoir un système de culture sans pression adventice trop marqué, parce que sinon, on part avec beaucoup de complications.
Euh, Ensuite, l'idéal est d'avoir un couvert de dicote qui va être mécaniquement fragile et bien développé. Et la Faverolles semble être le candidat idéal avec éventuellement un complément de Facelli. L'idée, c'est qu'au passage du Striptil et ou du semoir, elle soit suffisamment développée, fragile pour se coucher et donc dégager la ligne de semis, ne pas trop faire effet parapluie. Que ce couvert empêche les adventices de prendre trop de biomasse, évidemment, et donc ne pas faire parapluie pour l'application ultérieure de l'herbicide. Ensuite, il faut avoir une culture d'été qui suit le couvert avec une large gamme d'herbicides post-levée, hein. Si on avait fait ces opérations sur du sorgho, par exemple, on n'aurait pas eu la gamme herbicide qui permet d'espérer obtenir ce qu'on a eu. Donc, en gros, il reste essentiellement le maïs grain conso, hein, qui a une très large gamme. Après, sur d'autres cultures, ce sera plus compliqué. Et surtout qu'il faut essayer de trouver des herbicides qu'on peut appliquer au plus tôt du stade de la culture d'été. Et là, on bloque aussi un peu des fois sur les références pour savoir lesquelles marcheront mieux, soit sur des espèces qu'on a semées en couvert et qui ne sont pas forcément dans les indications techniques d'efficacité, soit des fois sur des stades très développés qui sont inhabituels quand on est dans ces systèmes-là. Donc voilà, se passer de glyphosate en semi-direct ou streptile n'est pas simple. En fait, il faut la conjonction de nombreuses conditions. On a cité une partie, mais il y a sûrement d'autres qui pourraient se rajouter. Tout ne dépend pas de l'agriculteur. Le développement du couvert hivernal, il va aussi dépendre de la météo. Et donc, en fait, pour conclure, je dirais que c'est surtout par opportunisme qu'on peut le faire quand tous les astres sont alignés et que on estime jouable de tenter le coup. Voilà. Mais se dire qu'on va le faire en routine me paraît aujourd'hui un petit peu audacieux. Et pour la partie donc sans chimie, en bio, il faut un bon équipement. L'idéal, c'est d'avoir une fraise rotative. On voit de plus en plus de gens s'équiper. Ça permet, dès le premier passage, de détruire intégralement le couvert, d'avoir une décomposition rapide des résidus qui ensuite vont pas gêner pour le désherbage mécanique, hein, que ce soit hersétrie ou bineuse. Et sans matériel spécifique, ça nous paraît impossible de réduire le travail du sol tout en ayant des gros couverts et en voulant réussir la culture suivante. Voilà, donc il faut vraiment réussir le couvert. C'est une aide précieuse qui va faciliter énormément ensuite la destruction mécanique et donc permettre de limiter cette intensité de travail mécanique. Et ensuite, on est dans une période quand même aussi où les interventions sur le sol nécessitent que ce soit assez régulier, hein, on en a parlé tout à l'heure. La météo est assez variable, incertaine, imprévisible, donc il faut aussi un petit coup de pouce de la météo pour qu'on arrive à faire ça dans les temps et pas semer trop tard la culture d'été. Voilà pour la présentation de nos travaux. Merci beaucoup, Yves. Alors, je crois qu'on a une ou deux questions. Calypso. Oui, pardon. Du coup, il y avait en effet une question sur le broyage et le roulage. Si vous aviez pu ou voulu tester pour détruire le couvert avant maïs. Et après, et la question ensuite sur la partie, quand tu dis salissement modéré, du coup, qu'est-ce que ça représente comme, voilà, comme régras par mètre carré Alors, on n'a pas testé le broyage. Alors, oui, j'essaie de me remémorer. On n'a pas testé de broyage parce qu'en fait, les agriculteurs sur les systèmes en conventionnel avec chimie, hein, sont pas équipés de broyeurs qui permettent de réalistement se dire on va broyer 30, 40, 50 hectares de couverts. Donc, du coup, ça n'a pas été testé. Et le rouleau non plus. Ça aurait pu être une modalité, effectivement, comment dire, une opération qui nous aurait permis de réussir comment dire, les photos que je vous ai montrées, là où il y a toute une bande sans glyphosate, qui est complètement
était à l'échec à cause de l'effet parapluie, peut-être qu'un passage de rouleau là, nous aurait bien aidé, oui. Et ensuite, sur le système en bio, donc là, il y a du broyage, mais en fait, l'évolution, puisqu'on parle de broyage, j'en profite, l'évolution sur la ferme aujourd'hui, là, mais on n'est plus dans les essais Reduce, mais je continue à le suivre, c'est qu'en fait, le rouleau prend beaucoup de temps, d'énergie, c'est onéreux, pardon, pas le rouleau, le broyeur. Et en fait, maintenant, il passe des coups de disque, mais vraiment très, très, très légers, avant de passer la fraise. Parce que sinon, la fraise, elle bourre si toute la végétation n'est pas déjà un peu abîmée. Et donc, en fait, il passe des disques, mais qui touchent à peine le sol, et qui couchent le couvert végétal, commencent à le briser un petit peu, sans quasiment remuer de terre, et ça facilite ensuite le passage de la fraise. Ça, c'était la première question. La seconde, j'ai oublié, Calypso. C'était sur le salissement modéré, en fait, Ah oui, ce que ça représentait. ah oui, alors, la première ferme, là où vous avez vu les tapis de réglage, j'ai pas compté parce qu'on était à des centaines et des centaines de raies au mètre carré, sûrement. Sur la seconde ferme, les adventices qu'on avait étaient beaucoup plus variés déjà. Et pour chacune, on a été, on va dire, entre 5 et 10 au mètre carré maxi, quoi. Voilà. Donc, un salissement, euh, même, comment dire, léger, on va dire, peut-être même. Je sais pas, Eva, comment tu considérerais ça. Mais voilà, c'était beaucoup plus facile. Et Yves, juste par rapport à une précision par rapport à l'essai que vous avez mené là sur les couverts Févrole Faceli, tu sais, tu as parlé de différentes densités de semis. Et il me semble que vous aviez réussi à, dans le cadre de cet essai-là, à montrer une sorte d'optimum en fait d'utilisation de la Faceli. Ben, Donc la facélie, en fait, on s'est rendu compte que dès qu'on en avait 2,5 kg, c'était suffisant. On n'a pas vu d'effet marqué à monter au-delà de 2,5 kg de facélie. Alors, associé à 120, 130 kg de Faverolles, hein, voilà. ok, merci beaucoup. Donc pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Donc on va passer à la suite. Donc la suite, c'est toi Jean-Luc pour la valorisation des couverts végétaux en système de polyculture élevage. Donc je vais te donner la main. Hop. Voilà, normalement. C'est bon? Ouais, tu as la main normalement. Ok. Oui, c'est bon. Oui, donc, moi, je me présente, Jean-Luc Pull. Je suis un observatoire piloté sur les coteaux de l'Ouest Audois, dans l'Aude, dans un système en polyculture élevage, essentiellement élevage, mais avec quelques cultures aussi de vente. Sur cette exploitation, qui est historiquement donc 140 hectares, bovin lait, avec une production de lait, laiterie, plus transformation. Depuis quelques années, ils réfléchissaient à reconcevoir un peu leur système sur un zonage, un contexte de coteaux, avec des sols nus l'hiver, souvent destinés à des labours et puis culture de maïs, maïs ensilage, et donc avec toutes les problématiques que ça engendre, et notamment tout ce qui était lié à l'érosion. Et à noter aussi que l'exploitation est située donc en zone vulnérable. Ils ont décidé de travailler, de reconcevoir un peu leur système en développant effectivement tout ce qui est les couverts végétaux pour pallier à toutes ces problématiques et voir aussi un petit peu ce qu'on pouvait retirer dans un système polyculture élevage de l'intérêt des couverts végétaux globalement. Donc les objectifs qui se sont fixés, c'est de développer ces couverts végétaux dans un but d'améliorer la structure des sols. On est sur des sols argileux,
un petit peu dans les mêmes configurations que sur la plateforme de Cypre, avec des taux de 30% aisément. Gérer et favoriser la réduction du salissement avec le rôle de ces couverts végétaux, dont réduire l'érosion, ce que j'ai dit en tout début, essayer d'avoir un maximum de production de biomasse. On travaillait sur le maintien et l'amélioration de la matière organique, mais aussi essayer de travailler sur les possibilités d'améliorer les reliquats azotés selon les combinaisons de couverts végétaux. Donc, ça ne marche plus. Ici. Ah, voilà. Voilà. Donc, dans quelle optique se développe cette mise en place de couverts végétaux? Donc, on n'est que sur des couverts végétaux d'automne-hiver qui sont implantés essentiellement derrière soit des céréales ou métailles fourragées. Et il y a eu aussi quand même sur des parcelles en tout début de l'observatoire derrière maïs. Donc on était en culture maïs-maïs et avec l'interculture de couverts végétaux. L'objectif a été de travailler sur plusieurs modalités de type de couvert. Alors il y a eu toute une panoplie en base de crucifères, hein. Les colzas, les moutardes, et aussi avec des fèverolles radifouragées et fèverolles facélies, de façon à essayer de voir un petit peu s'il y avait quand même des affinités de certains types de couverts par rapport au contexte pédoclimatique ou pas. Et quant à la destruction, durant les 5 années de suivi, il n'y a eu aucune destruction chimique des couverts, quels que soient les couverts, uniquement de la destruction mécanique, avec en première année une modalité où 50% du couvert avait été détruit par broyage et 50% par des chômeurs à disque. Cette pratique a été abandonnée dès la première année parce que derrière broyage, obligatoirement, il y a eu une forte repousse des adventices et surtout donc, des problématiques de raigrats et qui ont été difficiles à contenir sur le maïs, la culture de maïs qui vient derrière. À noter que par contre, sur le maïs, systématiquement, il y a eu l'emploi d'herbicides à l'implantation de la culture. Donc, un petit focus sur le type des couverts qui ont été mis en place. Donc, en première année, c'était un couvert à base de fèverolles et radifouragés, avec des doses de semis qui ont varié aussi un petit peu dans le temps. En première année, là, on était quand même avec 180 kg de fèverolles, ce qui est relativement important, et 6 kg de radifouragés. Et ensuite, il y a eu 3 années consécutives où on a essayé de travailler avec des crucifères, dont moutarde blanche ou colza. Vous pouvez voir les doses de semis qui étaient appliquées, 5 à 6 kg globalement. Il y a eu un essai, enfin un couvert qui a été fait à base de fèverolles colza en 3e année. 4e année, on est revenu avec des moutardes blanches, moutarde brune et colza, avec des quantités de 7 kg pour chaque espèce. Et sur la dernière année, a été développé donc le fèverolle facélie
dans 120 kg de févrole, 5 kg de facélie, donc un petit peu plus que ce que Yves a annoncé récemment. Et là, on serait plus, nous, dans ce contexte-là, avec des doses des densités de facélie à 4-5 kg qui donneraient satisfaction. Ce qu'on peut regarder globalement sur ces types de couverts, c'est pas des biomasses qui sont relativement importantes à la destruction, excepté sur le dernier couvert, en dernière année. Il y a aussi un lien quand même par rapport à la date de la destruction. Si on pouvait garder quelquefois le couvert un petit peu plus longtemps, ça permettrait quand même d'avoir une biomasse plus importante, puisque c'est réellement en fin de cycle, en fin d'hiver, que le couvert se développe. Et ensuite, donc, ce qui a été mesuré et qui est recherché dans le système, c'est quel est les apports azotés que peuvent procurer l'ensemble de ces types de couverts, avec des mesures de reliquat azoté qui sont faites à la destruction du couvert, et puis globalement, en gros, dans la culture de maïs 2 mois après, pour voir un petit peu s'il y a eu un effet de minéralisation et de relargage de l'azote. Donc on peut voir que quels que soient les types de couverts, quels que soient les résultats en biomasse, sur ces résultats azotés, on a sensiblement à peu près les mêmes reliquats, aussi bien au niveau de la destruction, du moment de la destruction, que 2 mois après dans la culture du maïs. Donc, qu'est-ce que c'est que on a pu conserver, tirer un petit peu comme conclusion au travers du développement de ces couverts? C'est que l'ensemble des couverts, de toute façon, participe à l'amélioration quand même de la structure du sol et favorise quand même la préparation des lits de semences sur des cultures de tout début printemps, où quelquefois les conditions météo sont un petit peu difficiles. Et donc on a plus de soucis sur des sols argileux d'avoir des terres relativement fines. Mais au dire donc de l'agriculteur, et c'est bien ce qu'on peut en retirer comme conclusion. Par contre, effectivement, on n'a pas fait de profil culturel pour vérifier un petit peu si le système racinaire des couverts améliorait la structure un petit peu en profondeur. On s'aperçoit aussi d'un démarrage qui est beaucoup plus rapide sur les parcelles en suivant le couvert que celles qui n'en ont pas, de la culture du maïs. Et ce qui est aussi fortement observé, c'est qu'obligatoirement, on a une réduction importante de l'érosion. Ça, ce sont les gros points positifs de l'ensemble de ces couverts. Et là, donc, comme je vous disais, on a ce tableau qui relate un petit peu l'ensemble des résultats en termes de biomasse. Et ce qu'on peut constater, effectivement, c'est qu'a priori, le type de couvert qui serait le mieux adapté à ce contexte de sol, on va dire de coteaux et argilo-calcaires, serait sur cette exploitation quand même les couverts en association Févrole-Facélie. Ce sont ces types de couverts qui se développent le mieux.
il offre une meilleure couverture de sol globalement. Donc, il contribue effectivement à une réduction du développement des adventices et donc permet un meilleur démarrage sur la culture suivante qui est le maïs. On a observé effectivement que l'on a quand même une pression d'adventices, les principales qui sont présentes sur cette exploit, que sont les régras, hein, comme dans beaucoup, mais aussi on a des chardons, des clénopodes, qui sont beaucoup moins présents sur la culture suivante. Alors qu'on a rencontré pas mal de soucis avec les couverts à base de crucifères. D'une part, avec des gros soucis au niveau de la levée, des problématiques d'attaque sur ces crucifères-là, hein, notamment à base d'altise. Donc on a des levées qui ont été beaucoup plus aléatoires, très hétérogènes, selon les localisations de la parcelle ou sur les parcelles, et donc une couverture végétale beaucoup plus faible. En parallèle, donc ici vous avez le résultat des reliquats azotés, où quand même on s'aperçoit qu'on a un des gros avantages quand même de ces couverts aussi, c'est de permettre un apport de reliquats azotés non négligeable qui est à intégrer effectivement dans les apports, dans les fertilisations minérales suivantes du maïs. À l'implantation, non. On constate même sur certaines parcelles des soucis de temps en temps plutôt des fins d'azote. Donc on a l'éleveur en question a tendance à ne pas vouloir intégrer quand même l'effet bénéfique des reliquats azotés et n'est pas encore sur une réduction globale de fertilisation minérale, alors qu'il faudrait juste il faut modifier un petit peu les dates d'apport, mais réduire sur les seconds apports, le troisième apport en urée sur le maïs. Donc le bilan global de l'intérêt des couverts, c'est donc que ça participe au maintien de la structure du sol, ça améliore celle-ci, ça favorise la levée des cultures suivantes. C'est un intérêt, donc, comme je disais, sur les reliquats azotés. Il faut juste trouver le type de couvert qui s'adapte bien sur son type d'exploitation, sur son contexte pédoclimatique. Tous les couverts ne marchent pas de la même façon chez tout le monde. Ici, on est plus sur des couverts à base de Faverolles Facili. Que Faverolles a été testé, Faverolles seul ne permet pas une couverture végétale importante, malgré tout, et ne limite pas ou peu le salissement. Alors qu'en intégrant la Facili, ça marche très très bien. Les points négatifs de développer et travailler avec les couverts, il y a d'une part le côté financier, mais surtout c'est dans l'organisation du travail où ça nécessite d'être disponible, de pouvoir intervenir au bon moment, puisqu'on est sur des reprises de sol, souvent fin d'hiver, début printemps, où les conditions météo peuvent effectivement nuire et pénaliser un petit peu ces travaux du sol. Et ensuite, donc, effectivement, il y a une augmentation
du nombre de passages, hein, les charges de mécanisation qui sont liées à ceci. Le dernier point qui est non négligeable, c'est qu'un système polyculture-élevage, on peut avoir, en travaillant sur les couverts aussi, un comportement, on va dire, opportuniste selon les années. Et on peut aussi valoriser ces couverts en alimentation animale si nécessaire. Ce qui a été le cas donc en 2023, avec une perspective de récolte fourragère relativement faible et où ils ont pratiqué donc des ensilages de Fèverolles facili, et lequel on a donc analysé pour essayer de voir un petit peu si ça avait un intérêt intéressant donc pour l'alimentation animale. Et effectivement, puisque vous pouvez voir, on a des résultats de l'ordre d'un petit peu plus de 100 grammes de matière azotée et une valeur énergétique qui n'apparaît pas ici, qui est autour de 1 UF. Donc ça peut participer aussi dans certains cas effectivement à être récolté et non pas à être valorisé pour un apport du sol. Voilà. L'azote, donc j'en ai parlé aussi, qu'il faut intégrer effectivement ces apports azotés que procurent les couverts et qui permettent effectivement de réduire la fertilisation minérale sur la culture du maïs et en réduisant le coût financier des apports azotés. Merci Jean-Luc. Du coup, Calypso, je crois qu'on a plusieurs questions. Oui, alors du coup, il y a un bloc de questions qui rejoint pas mal cette dernière diapositive sur les perspectives. Notamment, justement, il y avait la question de pourquoi ne pas valoriser les couverts pour les bovins de l'exploitation. Donc, tu disais que là, ils avaient commencé à le faire. Je ne sais pas s'il y a une ambition de le faire de manière plus large. Est-ce que tu peux un petit peu plus préciser? Alors, ça s'est fait effectivement donc l'année dernière, puisqu'on était sur une année où on avait peu de perspectives de récolte fourragère. Ça ne se fait pas dans ce but. Initialement, les couverts, ils sont développés pour apporter au sol. Il faudrait un petit peu le programmer, parce qu'au-delà de ça, ce sont des couverts qui ont été récoltés relativement tôt, donc on perd quand même en biomasse. Puisque là, on est sur un couvert en 2023 qui a fait de l'ordre de entre 4 tonnes, je vais dire, de matière sèche, donc qui a été ensilé trop précocement, puisque l'objectif, c'est derrière de mettre le sol à nu pour implanter le maïs. Et donc, on perd quand même en rendement, quoi, hein, fourragé. Et oui, c'est pas dans la logique de le destiner à dire on fait un métail fourragé que l'on va ensiler. Mais malgré tout, ça peut être le cas, quoi. Et être valorisé comme ça. Donc là, en l'occurrence, ça, on l'a fait comme ça. Lorsque les animaux ont consommé la partie de ce silo, on a essayé de mesurer et de vérifier qu'il n'y ait pas d'abord qu'il n'y ait pas de problème d'appétence, puisqu'on était quand même avec un mélange très dominant en Fèverolles. Pas de souci d'appétence et surtout pas de baisse de lait ni de taux. Donc oui, ça peut fonctionner aussi en valorisation alimentation animale.
Calypso. Je crois qu'il y avait d'autres questions. Pardon, je pensais que j'étais j'avais le micro ouvert. Justement, il y a lié justement un petit peu à ce que tu dis. Alors, il y a la partie gestion de la fertilisation pour mieux, voilà, qu'il y a encore un effort à faire. Mais du coup, la question, c'était aussi quel est l'impact découvert sur la culture principale? Est-ce que vous l'avez mesuré? Et ensuite aussi de savoir s'il y avait eu des apports de fumier sur la parcelle. Et si oui, à quel moment? Alors l'impact sur la culture principale, on n'a pas de mesures très, très précises. J'ai dit, et ça on a constaté, c'est que sur certaines parcelles, on a des fins d'azote au démarrage du maïs. Ça se voit quand même. Par contre, globalement, on n'a pas de différence en termes de rendement sur des parcelles sur lesquelles il y a eu le couvert ou sur d'autres parcelles maïs sur lesquelles il n'y en a pas. Puisqu'on essaie de le comparer par rapport à ça. Donc non. Fertilisation organique, oui. On est sur une exploitation polyculture élevage. Donc les fumiers sont apportés effectivement, on s'en sert. Alors c'est pas systématiquement chaque année, mais toutes ces parcelles reçoivent des fumiers en hauteur de 20-25 tonnes tous les 2-3 ans. Donc, Juste peut-être pour... Oh, vas-y. Oui. Non, vas-y, je te laisse terminer. C'était pour compléter sur la première question. Ça vient en plus compléter les reliquats azotés qu'il faut intégrer. Mais ceux-ci, ils sont intégrés. L'azote qui n'est pas intégré, c'est l'azote qui est procuré par... qui n'est pas aussi bien intégré, c'est l'azote qui est procuré par le couvert. Mais en sachant que cet azote-là, il n'est pas à disposition du maïs en tout début de cycle. Et oui, juste pour compléter par rapport à la première question sur l'impact découvert sur la culture principale, en fait, au départ, dans les observatoires pilotés, ce n'était pas forcément le but de mesurer un petit peu l'effet découvert sur la culture suivante. C'était vraiment le but, c'était de voir, déjà de tester différentes modalités de destruction des couverts et de voir en quoi ce levier-là permet de gérer le salissement déjà dans le couvert. Et puis, donc, c'était vraiment le but de ces observatoires pilotés-là. Et après, le fait est que voilà, dans certains essais, notamment celui qu'a piloté Jean-Luc et puis l'agriculteur, on voit aussi des impacts, des effets qu'on n'avait pas forcément anticipés ni envisagés. Et du coup, voilà, ça nous paraissait aussi intéressant de vous le partager, quoi. Voilà. Alors du coup, n'hésitez pas si vous avez encore d'autres questions. Et puis sinon, écoutez, on va clôturer ce webinaire. Donc, sachez que vous pouvez retrouver l'ensemble des ressources sur le site de la CRA. Donc, en fait, quand je dis ensemble de ressources, ça va être toutes les présentations qui ont eu lieu donc au fur et à mesure sur les 6 ans du projet. Vous pourrez retrouver aussi les replays des webinaires ainsi que les présentations qui vous ont été partagées. Et puis, il y aura aussi des synthèses techniques, donc avec plus de détails sur notamment les itinéraires techniques et puis plus de résultats sur cette page-là. Voilà, et bien écoutez, merci beaucoup à tous pour votre participation. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si après vous avez des questions complémentaires en lien avec ce projet. Voilà, bon après-midi et à bientôt. Au revoir.